Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct de la Web TV de Planète Science. Nous sommes à nouveau en direct de la Coupe de France de robotique qui a lieu pour sa 24e édition. Cette année, nous sommes à La Roche-sur-Yon en direct du Parc des Expos des Oudéries. 2017, année spéciale, année Eurobot. En effet, nous avons accueilli 200 équipes participant à la Coupe de France de robotique, mais nous accueillons des équipes provenant d'un tout petit peu plus loin de l'Europe déjà, comme les Allemands, les Anglais, mais également des Polonais, des Roumains, et des équipes parcourent quelques kilomètres de plus puisqu'elles sont en provenance de la Russie, du Canada et également de la Tunisie. Je ne vous cite bien évidemment pas toutes ces équipes car nous accueillons au total presque 240 équipes sur cet événement qui se déroule sur 5 jours. Mais nous sommes en phase de qualification et actuellement elles font toutes leurs matchs pour se qualifier en vue des phases finales qui auront lieu samedi et dimanche. Si jamais vous êtes dans les parages, nous vous invitons bien évidemment à assister à ces matchs. Mais si vous ne pouvez pas vous déplacer parce que vous habitez trop loin, vous pouvez suivre tous les déroulés des équipes en direct sur notre chaîne webtv.planetscience.org. Tous les matchs sont commentés et immédiatement en direct. Nous vous invitons également à interagir sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, pour poser vos questions auxquelles nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Mais ce soir, c'est l'heure du MAG. 3e journée, 3e plateau télé. Nous avons des invités un petit peu spéciaux. Et comme les équipes ont besoin de se reposer, nous allons mettre de côté les matchs ce soir pour nous consacrer à une question que vous êtes tous très certainement posée. Comment devient-on roboticien ? C'est une question vague, c'est un métier. Aujourd'hui, nous avons des gens qui font de la robotique. Actuellement, nous accueillons presque 2000 personnes au Parc des Expositions. Mais comment cela se déroule-t-il ? Comment participons-nous à la coupe ? Comment travaillons-nous dans la robotique ? Tout plein de questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec différents invités. Aujourd'hui, nous accueillons notamment Yves Guinan. Bonsoir Yves. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Vous êtes enseignant à l'IUT de Cachan, à l'Université Paris-Sud, dans la région parisienne. Je vais me permettre de te tutoyer, ça sera un petit peu plus simple ce soir. Avec plaisir. Nous accueillons également à ma droite Jean-Patrick Herbuté de Proxinov. C'est ça, bonsoir à tous. Bonsoir. Proxinov est la plateforme régionale d'innovation robotique. Et enfin, sur ma gauche, nous avons des participants, l'équipe Roboticam, je crois, représentée par Guillaume et Thomas. Oui, bonsoir. Bonsoir. L'équipe Roboticam intervient pour la première fois sur la coupe. Elle va nous raconter son expérience. Mais revenons au sujet de base, la robotique, un métier actuel, un métier aussi d'avenir. On en a déjà évoqué le sujet les soirées précédentes. Maintenant, comment devient-on roboticien ? Alors, aujourd'hui, pour faire un métier, on sait qu'en général, il faut faire des études, il faut suivre une formation. La robotique peut paraître quelque chose de encore relativement méconnu du grand public, même si elle commence à rentrer dans les foyers. Maintenant, comment travaille-t-on dans la robotique ? Comment pouvons-nous travailler dans la robotique et comment y arrivons-nous ? Yves, tu es donc au niveau de l'IUT de Cachan enseignant. Je crois qu'il y a plusieurs formations qui permettent d'accéder à des domaines techniques. Peut-être pourrais-tu déjà nous présenter un petit peu l'établissement. Alors dans un IUT, donc, on forme des jeunes à Bac+2. Ouais. Donc dans l'IUT de Cachan, par exemple, nous avons des DUT génie électrique et informatique industrielle et des DUT génie mécanique et productique. À la suite de ce Bac+2, on peut aller travailler sur différents métiers. On peut aussi poursuivre ses études en licence professionnelle ou en école d'ingénieur. Pour ceux qui poursuivent en licence professionnelle, par exemple, on peut offrir des études en licence professionnelle robotique, où là, on va avoir des jeunes qui vont se spécialiser sur des métiers de la robotique. Qu'est-ce que ça veut dire, des métiers de la robotique ? Ça veut dire être, par exemple, capable de choisir convenablement des robots pour une chaîne de production. Ça peut vouloir dire aussi être capable de les programmer. On a aussi une licence professionnelle sur des métiers de l'automatisation, où là, on va plus se concentrer sur la partie programmation du robot. Donc,
pour résumer un peu, on peut dire que c'est deux grands métiers. Un métier plutôt orienté mécanique, où on va essayer de voir comment on agence l'environnement pour pouvoir placer des robots qui vont exécuter un certain nombre de tâches. Et puis des métiers plus orientés vers programmation, comment on va, ces robots, leur donner les ordres qu'il faut pour qu'ils remplissent les tâches que l'on souhaite. D'accord, donc en gros, pour résumer, on enseigne des matières relativement généralistes, qui sont de l'électronique, de la mécanique, de l'informatique. Voilà, exactement. Et derrière, on se sert d'outils comme des robots pour pouvoir faire des supports de formation ou même les créer. Mais les profils peuvent être déjà au niveau de la formation très variés. Oui, bien sûr. Alors sur nous, le recrutement pour les licences professionnelles, par exemple, on va trouver des étudiants qui viennent de DUT, on va trouver aussi des étudiants qui viennent de BTS, plus généralement dans des spécialités quand même industrielles. Et ensuite, on va leur donner une formation. En licence professionnelle, très souvent, ce sont des formations en apprentissage, c'est-à-dire qu'on partage son temps entre l'entreprise et les études. Voilà. D'accord. Donc là, la robotique dont on est en train de parler, c'est quand même une robotique qui n'est pas une robotique de loisir, comme on pourrait le voir avec différentes machines qu'on a chez soi. Alors, loisir, il y a des jouets qu'on trouve dans le commerce, mais il y a également des objets domestiques comme l'aspirateur ou autre. Mais là, on est plus sur une robotique industrielle. Ça veut dire qu'elle intervient dans un domaine particulier. Jean-Patrick, ce domaine, je crois que tu le maîtrises plutôt bien. Oui, parce que moi j'ai fait une licence professionnelle justement en robotique industrielle. Qui est quelque chose c'est quasi que identique. Vient de présenter en fait Yves. C'est quasi identique, sauf que je ne l'ai pas fait dans le même établissement d'où Yves provient. Mais comme il a dit, moi j'ai enquillé suite à un BTS maintenance, donc déjà première vocation industrielle. Et la finalité en fait de la formation, de ma formation, c'était d'intégrer des robots industriels dans des sites de production chez que ce soit équipementiers automobiles ou industrie pharmaceutique, des choses comme ça. D'accord. Donc c'est complètement différent du petit robot aspirateur qu'on a à la maison et qui travaille tout seul quand on n'est pas là. D'accord. Donc, en gros, ces robots industriels sont dédiés pour des usines de la manufacture, de la préparation. Vu que on est tous quand même des très gros consommateurs, on achète beaucoup de produits, il faut les produire en masse. Donc, on a mis des robots pour faire ça et c'est des machines un peu particulières. On les a pas forcément vues d'ailleurs partout. Ça reste dans des usines, donc les portes ne s'ouvrent pas facilement. Elles sont des fois exploitées dans des spectacles, dans des publicités. On a vu certaines marques qui s'en servaient pour faire un peu d'audimat là-dessus. C'est comme des bras. On appelle ça en fait des bras robotiques qui sont comme nous et qui viennent chercher des choses. Ces bras industriels sont vendus à des centaines, des milliers, peut-être beaucoup plus, je suppose. Il y a énormément de robots vendus chaque année dans le monde entier, principalement en Asie. D'accord. Et en Europe, les Allemands restent leaders dans le taux de robotisation par rapport au nombre d'employés dans les entreprises. D'accord. En France, on est un petit peu à la traîne quand même. Donc, puisqu'il s'agit d'un outil spécifique, il y a un usage, une formation. Comme un cuisinier doit apprendre à faire à manger, des personnes doivent apprendre à utiliser un robot, comme le permis de conduire ou ce genre de choses. Donc, ces établissements permettent de faire, comme l'IUT de Cachan, et bon nombre qui sont présents également au sein de la Coupe de France de robotique, doivent permettre de former ces gens-là. Donc oui, ce sont des métiers où il faut avoir le goût de la mécanique, puisque en fait, ces robots-là sont truffés d'actionneurs extrêmement sophistiqués, des capteurs aussi de plus en plus sophistiqués. On a des robots qui sont capables de faire des tâches de plus en plus variées et précises. Et puis, il faut avoir le goût aussi pour la partie programmation, puisque en fait, un robot sans un programme ne peut rien faire du tout. D'accord. Donc c'est un peu les deux cœurs de métier qu'on va enseigner à nos étudiants. D'accord. Et alors, là, on parle usage du robot, mais il peut également arriver d'avoir à en concevoir. Je suppose que si ces machines existent à la vente, il a bien fallu que des gens les conçoivent. Ce sont les mêmes formations ou ce sont
où on peut devenir uniquement électronicien et travailler sur un robot. Il y a des experts, je suppose, qui travaillent pour faire ce type de machine. Il faut être très pointu, il y a beaucoup d'années d'études. En fait, oui, les savoir-faire requis sont assez différents entre ceux qui vont utiliser les robots pour les implanter dans un contexte industriel et ceux qui vont concevoir des robots, où là on a plus affaire à du bureau d'études plutôt que d'utiliser des briques existantes et les assembler convenablement. Et en fait, cette expertise-là, pour les industriels, on en discutait un peu, si on parle d'une entreprise qui souhaite automatiser des process, il va falloir savoir vers qui se tourner pour trouver l'expertise, pour choisir le bon matériel. Et c'est un peu ton métier. C'est le rôle de ma plateforme de Proxinov. D'accord. En fait, aujourd'hui, on n'a pas vocation à créer un système robotisé, une installation robotisée, mais on va avoir vocation à aiguiller un client en fonction de son besoin précis et ciblé vers telle ou telle structure qui va avoir déjà mené des projets dans le même domaine d'activité, qui a déjà une expérience en fait dans le projet qui est souhaité, pour éviter justement de réinventer la roue à chaque fois en allant chez des gens qui ne sont pas techniquement compétents dans le domaine précis, mais ça reste prendre des briques, des solutions d'étagère comme on appelle ça, à assembler de manière plus ou moins complexe pour arriver à une solution viable. Mais dans notre cœur de métier, je pense qu'après une licence ça va être compliqué. Passer au développement d'un robot, c'est plus élevé encore, c'est un autre niveau d'étude que l'intégration d'un système robotisé. D'accord. Donc on note en fait 2 étapes. On note essentiellement des utilisateurs qui mettent à disposition des moyens techniques pour les usines. Et après, surtout pas après, il y a des concepteurs qui permettent de fabriquer ces machines. Mais comme tout produit, il doit y avoir une grosse réflexion et ce sont des équipes pluridisciplinaires. Oui, bien sûr. Avec des experts électroniques. Des expertises attendues pour la conception de robots vont aller de l'électronique la plus pointue, l'électronique de puissance, les motorisations électriques, mécaniques. Et donc, effectivement, on va avoir besoin d'une équipe d'études très très expertes dans divers domaines. Et là, on va plutôt trouver des ingénieurs dans des bureaux d'études, des entreprises qui fabriquent des robots. D'accord. Okay. En sachant qu'il y a aussi toute la partie industrialisation d'un robot. Donc les équipes sont aussi composées d'informaticiens qui vont développer des logiciels de programmation propres à une marque de robot ou à une gamme de robots, qui vont en fait posséder toute l'intelligence similaire à celle qui a intégré le robot pour pouvoir refléter un temps de cycle réel en simulation numérique et en réel dans un atelier par exemple, pour faire des validations de simulation avant de passer commande et de lancer la conception d'une cellule robotisée. Okay, donc c'est quand même très pluridisciplinaire. En effet. Et on aura aussi beaucoup de métiers qui concernent la sécurité, parce que en fait, les robots industriels sont des machines quand même potentiellement dangereuses. Oui. Et donc, quand on va placer un robot dans un milieu industriel, il va falloir s'assurer que les personnes autour sont en sécurité et le matériel est en sécurité. Oui, je me doute que pour fabriquer une voiture qui peut faire 1 tonne, la machine peut avoir énormément de force en effet pour la manipuler. Alors, c'est très intéressant en effet. On s'aperçoit donc qu'il faut énormément de compétences pour concevoir ce genre de machine et même les utiliser, très spécifiques. Résultat, je me tourne vers nos 2 autres invités, Guillaume et Thomas, de l'UQAM. Bonjour. Donc, vous êtes participants à la Coupe de France de robotique. C'est ça. Pour la première fois, je crois, cette année. Exactement, pour la première fois. Eh bien, bienvenue. Merci. J'espère que l'expérience est intéressante pour vous. Et donc, l'ICAM, c'est l'Institut catholique des arts et métiers. C'est une école d'ingénieurs, si je ne dis pas de bêtises, donc un bac plus 5 à la fin qu'on obtient, qui est plus généraliste. Pourriez-vous en dire un petit peu plus? Parce que là, jusqu'à présent, on a parlé justement de personnes un petit peu experts ou pointus dans un domaine. Donc vous, généraliste, ça consiste en quoi?
Alors c'est une école d'ingénieur généraliste qu'on peut rejoindre après le bac ou à bac plus 2. Mais on a quand même 3 dominantes. On a une partie mécanique, une partie plus automatique et une partie génie industriel. Donc voilà. Après, sur notre site de Vendée, les 3 dernières années à l'école se font en apprentissage. Donc là, on peut plus ou moins développer une spécialité en fonction de l'entreprise qu'on trouve. D'accord, ok. Donc vous restez pluridisciplinaire, ça rejoint un petit peu le discours qu'il y a besoin aussi dans les usines, parce que même si on a des experts, je pense qu'il faut synchroniser un peu tout ça. J'ai entendu un terme une fois qui s'appelait la mécatronique. Si je dis pas de bêtises, ce sont des gens qui ont un peu toutes les compétences et qui peuvent servir de lien. Vous me confirmez Mécanique, électronique, mécatronique. D'accord. Ouais, c'est un regroupement de plusieurs mots et résultat, ça se rejoint un petit peu sur l'école généraliste, c'est-à-dire que vu que vous avez des compétences larges, on peut vous assigner soit enfin, vous pouvez vous spécialiser et donc évoluer dans un univers un petit peu plus, un petit peu plus libre. Alors, la vocation en gros des études, c'est vraiment d'avoir les bases, d'obtenir les bases sur différents métiers qui nous permettent après de servir de support et nous permettent d'approfondir les différents sujets. Donc il y a également aussi une partie de gestion de projet, de management, etc. que Guillaume n'a pas cité. Et voilà, donc ça c'est pour les domaines techniques et puis pour les différentes matières qu'on a. Et donc voilà. Après, comme vous l'avez dit, pour concevoir un robot, il faut avoir des compétences très pointues dans différentes techniques. Et effectivement, il faut approfondir les notions, il faut aller chercher dans les datasheets, etc. pour les techniques. Les datasheets, parce qu'on ne parle pas forcément tous très bien anglais. Oui, voilà, les documentations techniques pointues, constructeurs, aller voir jusqu'au fonctionnement physique des différents organes et capteurs. C'est des notices un petit peu détaillées en fait. C'est des notices plutôt très détaillées qui peuvent dépasser facilement les 100 pages. D'accord, ok. Et, simple. Ok, et donc l'ICAM, vous travaillez également sur de la robotique industrielle. Tout à fait. Il y a un autre intervenant autour de cette table qui vous est pas méconnu. Exactement, donc l'ICAM de Vendée travaille en partenariat étroit avec Proxinov, donc la plateforme d'innovation à La Roche-sur-Yon. Et effectivement, on a l'habitude de faire des TP de robotique, donc sur des robots industriels ou alors sur nos cellules robotiques, parce que l'ICAM possède 2 petites cellules ABB. Oui, c'est ça. ABB et Stobli, je crois. Les 2 ABB. Deux ABB, d'accord. Et puis alors, qu'est-ce qu'une cellule? Parce qu'on n'a pas forcément des experts autour de ça. Peut-être qu'on peut demander à l'expert une définition. Ouais, donc en fait, une cellule, faut voir ça comme un ensemble constitué d'un robot et de tous ces éléments qui vont autour. Un convoyeur, toute l'interface aux machines avec les boutons, les écrans, tout ce qui va avec. Le chariot qui amène la pièce au niveau du robot. Tout ce qui est en fait qui est piloté par un automate autour d'un robot, lié à un robot, on appelle ça une cellule robotisée. Ça peut aussi s'appeler une installation robotisée, un îlot robotisé. D'accord. Mais typiquement, on appelle ça une cellule robotisée. Et l'ICAM en possède 2 de démonstrations qui sont en fait à demeure chez Proxinov. Avec lesquels on a vocation de faire de la démonstration et de la sensibilisation. Et l'ICAM vient faire ses séances de TP sur leurs propres cellules, leurs 2 cellules, et sur une autre cellule qui appartient cette fois à Proxinov, avec un robot beaucoup plus gros que les deux de l'ICAM. D'accord. Ok. Donc en fait, vous travaillez avec du matériel concret qu'on a ailleurs déployé dans les entreprises. Vous apprenez directement sur des machines. Ça, c'est une spécialité, c'est une particularité, on va dire, de l'ICAM. Elle souhaite vraiment se rapprocher au plus près des entreprises. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle propose 2 cursus, un en formation continue, tel que c'est le cas sur le site de Nantes, de Lille ou de Paris, et puis également un 2e cursus, duquel on est issu, Guillaume et moi, celui de l'alternance. Donc le site de Vendée, le site de Vannes, et puis également Paris, je crois. Voilà, donc une volonté d'être proche des entreprises et puis du monde concret de l'entreprise. Oui, parce qu'en fait, l'alternance, on en a déjà entendu parler au niveau média, vous êtes à cheval entre l'école
et une entreprise. Vous êtes Absolument. immergé dans les deux univers, ce qui vous permet d'acquérir beaucoup plus de connaissances. Vous êtes tout de suite confronté au monde professionnel et en même temps, vous avez des cours qui vous permettent de voir des grosses bases. Bah, c'est ça, on apprend toute la théorie que, donc, à l'école et puis la mise en pratique se fait sur le terrain directement au sein de nos entreprises. Et puis par le biais de TP comme ça, c'est extrêmement intéressant puisqu'on on utilise du matériel professionnel, du matériel de robotique. Voilà, donc c'est effectivement, on retrouve les deux aspects. D'accord. Donc, résultat, après, c'est un petit peu plus facile de monter des cellules parce qu'on a vraiment aujourd'hui, au niveau éducation, des gens qui ont des moyens pour être formés avec des compétences pointues. Je ne sais pas combien, par exemple, de personnes dans la robotique peuvent sortir, travaillent avec votre établissement à la sortie de leurs études, mais je suppose que ce n'est pas une ou deux personnes. Non, bien sûr. On a une licence professionnelle robotique qui accueille 24 étudiants et apprentis. Pour une grande part, ils vont aller travailler soit dans l'automobile, soit pour des fournisseurs de matériel spécifiques, robotique, etc. Et puis on a une licence professionnelle sur les métiers de l'automatisme, où là on a 48 apprentis qui sortent chaque année et qui pour une part donc aussi vont rejoindre l'industrie avec les entreprises d'automatisme et puis toutes les industries qui vont utiliser des automates programmables. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, même quand on fait une licence professionnelle, il y a un certain nombre d'apprentis qui vont poursuivre leurs études en école d'ingénieur, en apprentissage. Par exemple, à l'ICAM, ça serait possible. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut commencer une formation, un bac plus 2, un bac plus 3, et puis après la faire évoluer en passant dans une école d'ingénieur, par exemple comme la vôtre, et faire évoluer son process, compléter ses connaisses. Et terminer avec un diplôme à bac plus 5, et pourquoi pas continuer au-delà en doctorat. D'accord. Il n'y a pas de limite, si on peut dire, à l'ambition qu'on peut avoir dans ces études. Après, il faut savoir aujourd'hui, sur le marché du travail, les industriels ont beaucoup de mal à recruter à bac plus 3. On ne forme pas assez de gens à bac plus 2, bac plus 3, puisque la tendance, c'est aussi de souhaiter continuer ses études. Et ça, pour les industriels, c'est une difficulté pour pouvoir trouver des gens, on dit dans les professions intermédiaires, donc à bac plus 2, bac plus 3. Donc, si on a envie de faire des études courtes, on peut quand même travailler en robotique. Et si on veut faire des études longues, c'est compatible. Exactement. Alors pour apporter une petite précision, sur les bac plus 2 et bac plus 3, on va rester dans les domaines plus techniques, plus appliqués donc à la robotique. Et puis avec un bac plus 5, donc on va traiter peut-être le problème technique un peu plus en surface, mais on va avoir des compétences qui vont être nécessaires et suffisantes pour, se diriger vers un positionnement plus de manager ou de responsable d'équipe technique. En fait, bac plus 5, finalement, le bac plus 5 est amené finalement à gérer des personnes, des techniciens qui ont des compétences plus pointues dans les domaines de la robotique. Oui, parce que quand on travaille dans une usine, je pense qu'on est tous confrontés à ça, à travailler en équipe. C'est en même temps une excellente expérience et puis on se répartit la charge et donc je suppose que y a un robot, il faut produire, après il y a de l'emballage, il y a des choses, enfin il y a toute une petite famille qui se crée autour de ça, tout un ensemble de collaborateurs et résultat, faut la gérer aussi cette équipe derrière. Exactement, et puis c'est un des challenges finalement qu'on a pu retrouver dans cette compétition également. Tout l'aspect un peu organisationnel, répartition des tâches, des rôles, des compétences également, suivant la motivation, les envies aussi des personnes de travailler sur les différents sujets, et puis le nombre de personnes à gérer, les ressources pour optimiser au mieux, pour essayer d'obtenir le résultat le plus performant possible. Oui, c'est très intéressant parce que vous dites qu'au final, sur la coupe, on retrouve ça. Mais moi, je me suis baladé dans les couloirs, là, il y a à peu près 250 stands en dessous de nous, là. Il y a tout plein d'équipes.
On parle de robots industriels assez gros. J'ai pas vu ça dans les couloirs. J'ai vu plutôt une sorte de boîte qui fait 40-50 cm au niveau volume. Donc déjà, il y a un facteur d'échelle très différent. On appelle ça aussi un robot. Donc il y a une sorte de lien en fait entre les deux. Vous trouvez que c'est proche de votre formation, qui en même temps est éloigné au niveau de la taille. Oui, exactement, parce que finalement on a travaillé en méthode projet, donc à peu près dans la même idée qu'on peut retrouver dans le fonctionnement des entreprises, avec tout l'aspect organisationnel. C'est un véritable projet, c'est complexe à mettre en œuvre, parce que là, on peut faire l'analogie avec le robot et l'application industrielle, mais ici donc il faut tout développer de A à Z, en partant de rien. Quand on travaille, par exemple, on peut un peu faire l'analogie du coup avec les TP qu'on faisait à Proxinov. On travaille avec des logiciels qui sont complexes, qu'il faut paramétrer pour pouvoir obtenir des mouvements, mettre en œuvre des trajectoires, etc. Ici, on part de zéro. Donc il y a toute la partie mécanique, on en parlait un petit peu tout à l'heure, à mettre en place, à réaliser, toute la partie modélisation, toute la partie programmation, et là il faut mettre en place la logique et l'intelligence du robot de manière à le rendre le plus autonome possible. Autonome. C'est la dernière étape. Exactement, et puis surtout en mesure de s'adapter à son environnement. Et ça c'est très complexe à mettre en place. Ouais, on se retrouve en fait avec une sorte de simulation d'un projet professionnel. C'est-à-dire, oui, tout à fait. vous marchez presque comme une start-up, vous créez un produit là. Surtout de notre côté, étant donné qu'on est issu d'une école généraliste, on a la chance d'avoir quelques compétences tout ce qui concerne le management, stratégie d'entreprise, etc. Donc on a décidé de notre côté de pérenniser notre association, de ne pas se focaliser sur la coupe de cette année, mais plutôt de voir les années suivantes. Et on s'est posé des questions de telle sorte à progresser dans le classement au fur et à mesure des années et à pérenniser l'association en fait. D'accord. Donc on a mis en place un plan stratégique avec des objectifs bien définis, puis de là est découlé un plan de communication, puis un plan d'action. Et donc si vous voulez, on s'est organisé, comme il vient de le dire, en association, qui comprend 18 membres, autour de 3 pôles, plus l'aspect un peu stratégique. Donc voilà, donc on a bien réparti les tâches avec des responsables, on a structuré un petit peu tout ça, on s'est organisé, et puis derrière on va essayer de mettre en œuvre tous les outils à utiliser dans les mini-entreprises et dans les startups, tout simplement d'analyse de risque, de diagrammes SWOT, etc., ce genre de choses, de manière à pouvoir évoluer et améliorer notre performance dans les années futures. Parce que l'idée est bien là, c'est de s'améliorer avec le temps. Voilà. C'est une super opportunité en fait de pouvoir faire ça. On n'est pas loin de pouvoir gérer un projet industriel. Alors peut-être qu'on est peut-être encore un peu junior parce qu'il faut se mettre en conditions réelles, mais j'ai quand même l'impression que ils ont l'air plutôt motivés. Ah oui, c'est sûr. Mais après, pour faire un parallèle avec le domaine professionnel, la démarche qu'ils ont suivie en fait pour créer leur robot est quasi similaire à celle qu'un intégrateur va suivre pour intégrer une cellule robotisée dans une entreprise. Donc ils vont partir d'un cahier des charges, comme leur a été transmis en fait en début de la compétition, et ils vont analyser tous les systèmes possibles qu'on peut interfacer les uns les autres. Ils vont séparer l'équipe sur un pôle électrique, un pôle mécanique, un pôle programmation, comme on peut retrouver dans l'intégration d'un robot. Parce qu'un robot industriel, c'est un bras robotisé, c'est un convoyeur, une porte, une barrière immatérielle. Mais il faut connecter tout ça, il faut programmer les sécurités, il faut programmer les process industriels de la cellule. Qui sont propres à chaque entreprise. Qui sont propres à chaque entreprise et peut-être même à chaque produit de l'entreprise. Faut imaginer, un robot fait des trajectoires, répète une trajectoire. Chaque produit différent nécessite une trajectoire différente. Donc la démarche qu'ont suivi même beaucoup d'équipes, parce que pour avoir tourné aussi dans les stands, on a remarqué ça aussi, une grosse organisation projet qu'on retrouve chez les intégrateurs qui après est amené à livrer son produit dans une entreprise.
J'espère quand même qu'ils dormiront un petit peu plus, parce que là, on a vu, hein, c'est intense. Je sais, vous êtes à combien d'heures de sommeil là à peu près? Ah bah là, on peut les très, compter. sur le début de la semaine, on va être à une douzaine d'heures, 13 heures. Un petit peu plus, mais Ça dépend. c'est Ouais. très léger. Ça fait des grosses journées. Donc oui, à l'IUT de Cachan, on utilise les vertus pédagogiques de cette coupe de robotique Également. pour fédérer nos étudiants. Et donc j'en profite pour saluer mon équipe du CRAC, là, mes étudiants que j'accompagne en fait. Et ces vertus, on peut trouver l'organisation, effectivement, on en a parlé. La motivation est extrême parce qu'il y a des délais à tenir. Et puis une coupe de robotique, c'est toujours un challenge. Et on a des étudiants extrêmement motivés qui viennent et on le voit dans les travées quand on se déplace. La motivation de toutes les équipes est formidable pour essayer de mener ce projet à bien. Et puis votre équipe, elle est présente quand même depuis quelques années. Oui. Hein, votre établissement est présent depuis L'IUT de très Cachan vient depuis très longtemps à la coupe. Résultat, vos étudiants, ils sont renouvelés tous les ans. Oui, bien sûr. Oui, Donc oui. tous les ans, ils apprennent tous des choses et ils repartent de zéro. Oui, Donc ils ont oui, bien tous sûr. la même opportunité. Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Oui. Et puis en plus, donc, dans un IUT, on a différents départements. Et là, c'est un projet qui permet de fédérer des étudiants de mécanique et de génie électrique et donc d'avoir des choses transversales sur l'ensemble de l'IUT. Donc c'est un projet qui est très intéressant aussi pour ça, pour faire quelque chose qui emmène tout le monde vers un même objectif. D'accord. Je vous remercie pour cette précision. On va passer maintenant à un nouveau petit moment. Alors, je tenais à remercier Jean-Patrick Je vous remercie aussi. d'être venu de chez Proxinov. Également Yves Guénan de l'IUT de Cachan, Université Paris-Sud. Merci. Merci, je vous Thomas. souhaite bon courage pour votre équipe. J'espère que tout se passe bien pour eux et on les suivra. Retrouvez-les sur la Web TV Planète Science pour les matchs. Vous pouvez même si vous êtes dans la région parisienne, malgré les kilomètres, vous pouvez quand même accéder au match. Et désormais, je vais accueillir sur le plateau Jean Roland. Jean Roland qui va nous faire une chronique sur l'Instant Geek que vous avez déjà eu l'occasion. Bonsoir Thomas. Bonsoir Jean Roland. Bonsoir, Comment monsieur. ça va? Comment allez-vous? Très très bien. Bien? Ouais. Très très bien. Alors de quoi vas-tu nous parler ce soir? De pédagogie. De pédagogie. C'est ce qui m'a beaucoup titillé sur cette Coupe de France de robotique, de voir cette différence et ces variances qu'on peut trouver d'une équipe à l'autre avec leur méthodologie. Et donc tout se rapproche rapidement à la méthodologie, donc à la pédagogie. Ok. Donc voilà, je voudrais... Bonsoir messieurs, vous allez bien? Bonsoir, merci. D'accord. Je commencerai d'ailleurs par vous poser une petite question. Pour vous, qu'est-ce que le savoir chaud? Le savoir chaud. Je te laisse. Savoir chaud. Le savoir chaud, aucune idée. Aucune idée. Savoir froid. Non plus. Le- Enfin, pour ma part, D'accord. aucune idée. Le savoir riche. Toujours pas. Le savoir pauvre. Non. L'inverse du savoir riche. Effectivement, c'est l'inverse du savoir riche. Donc en fait, le savoir chaud, ce sont les anecdotes. Ce sont les anecdotes. Donc c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on maîtrise, c'est ce qu'on a déjà palpé, j'ai envie de dire. Le savoir froid, c'est plutôt les références. Le savoir qu'on nous transmet, qu'on n'a pas forcément étudié ou découvert, en tout cas, mais le savoir qu'on nous a donné, transmis. Vous voulez un exemple peut-être? Allez-y, oui, pendant qu'on y est. Oui. Bon, alors par exemple, le savoir froid, ça va être donc toutes ces références qu'on va trouver dans des livres, des références, des analyses, qu'on va donc en termes de support s'appuyer pour apprendre et justement compléter son savoir, acquérir ce savoir. Le savoir chaud, donc là par contre c'est vraiment les anecdotes. Vous devez connaître ça, on voit la théorie à l'école et puis après dès qu'il faut passer au robot et puis commencer à monter quelque chose, c'est bizarre, ça marche pas. On est bien d'accord? On est d'accord. On est d'accord, très bien. Le savoir riche et le savoir pauvre, en fait, le savoir riche, on va parler plutôt du savoir pauvre. Le savoir pauvre, c'est celui qu'on nous transmet un peu instinctivement. Par exemple, le soleil se lève et il se couche. On sait qu'on tourne autour du soleil. Bon, ok.
Bon, ça c'est un savoir pauvre, c'est-à-dire qu'on nous l'a dit, on ne l'a pas réellement intégré, mais bon, on le sait. D'accord? D'accord. Et le savoir riche, quelque part, c'est tout l'inverse. C'est justement nous-mêmes qui allons faire cette découverte et qui allons le réaliser. Parce que justement, on a fait une expérience ou autre. Je pense que vous avez eu beaucoup de moments de savoir riche en faisant vos robots. C'est fort possible. Tu peux témoigner, mais... Donc, pour synthétiser, en fait, le savoir chaud, c'est un savoir expérientiel, c'est-à-dire c'est le vécu, la pratique. Le savoir froid, par contre, c'est un savoir plutôt académique, donc un savoir plutôt théorique. Mais à un moment donné, il faut bien passer de la théorie à la pratique. Et donc là, en fait, on en arrive à la pédagogie. Petit rappel, pour vous, c'est quoi la pédagogie? Ou qu'est-ce que ça veut dire, plus précisément, la pédagogie? Capacité peut-être à transmettre des compétences et des connaissances. Oui, effectivement. Je mettrais même une petite note de poésie. Pour moi, c'est l'art de l'enseignement. L'art de transmettre ces savoirs qui découlent derrière tout ce qui est les connaissances, le savoir-faire et voire même le savoir-être. Donc moi, je vais me présenter rapidement. Je suis animateur scientifique depuis très longtemps. Je n'ai pas malheureusement vos compétences, mais j'ai d'autres savoirs que j'ai pu apprendre et découvrir grâce à un savoir. Ce savoir est basé surtout sur un savoir riche. C'est-à-dire que grâce à la méthodologie de Planète Science, pour le coup, qui est sur une démarche expérimentale, c'est-à-dire qu'on part vraiment d'une observation, on va émettre une hypothèse, faire une expérience, voir le résultat, l'interpréter, faire une conclusion derrière, et s'il y a un problème, bien évidemment, dans la chaîne, eh bien, on va remonter soit à l'expérience, ou soit à l'hypothèse, ou voire même à l'observation. Eh bien, cette démarche expérimentale permet de vraiment travailler ce savoir riche et de permettre d'acquérir réellement ce savoir et de ne pas rester sur un savoir qui est froid au final. De vraiment de passer de ce savoir froid au savoir chaud, c'est-à-dire de le pratiquer. Et donc il est très important de se laisser, j'ai envie de dire, découvrir les choses par soi-même et pas par rapport à ce qu'on peut nous présenter. Et ça peut des fois apporter beaucoup de choses aux jeunes, notamment. Par rapport à mon vécu, j'ai vu beaucoup de jeunes qui étaient en difficulté et pourtant, sur mes ateliers, c'était pour la plupart les meilleurs. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelque chose qui pourrait vous servir par la suite. Savoir riche ou... Par exemple. Par exemple. Je vous remercie. Merci à vous. Bonne soirée. Merci Jean-Roland pour ton intervention. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de savoir chaud, mais en tout cas je sais qu'il fait très chaud ici. Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs la température à La Roche-sur-Yon a quand même pas mal grimpé ces derniers jours. L'ambiance est également chaude dans les, très chaude dans les gradins. C'est d'ailleurs pour cela que je vais m'éclipser. Eh bien, je te remercie. À bientôt. À bientôt. On parle de chaleur. Comment savoir les beaux jours? Mais on a également différentes équipes présentes et notamment on est une équipe qui vient d'un pays du soleil, de l'Espagne. Ils ont eu froid peut-être ces derniers temps, mais c'est bon, on est revenu à un climat un petit peu normal pour elle. Je demande sur le plateau de vouloir accueillir Carmen et Bélène Bonsoir. Alors, vous êtes participante à la Coupe de France de robotique. Je pense que c'est votre première participation à chacune d'entre vous. Oui. Oui. Et donc, vous êtes de l'Union chrétienne de Saint-Chaumont. Où est-ce que c'est placé? C'est une petite école catholique qui se situe au centre de Madrid. De Madrid, d'accord, Oui. donc la capitale de l'Espagne. Oui. Et donc, aujourd'hui, vous participez à la Coupe de France de robotique. Oui. Donc, vous êtes en ce moment en France pour un an d'études ou non, vous êtes dans une école qui s'est inscrite, mais cette école, c'est pas une école d'ingénieur, si je dis pas de bêtises.
aujourd'hui, vous êtes en quelle classe? En En seconde. seconde. En seconde. Donc en seconde, vous n'êtes pas majeur. Contrairement à vous qui êtes en école d'ingénieur, 22, 23 ans environ, C'est ça, ouais. hein, c'est la moyenne des participants. On voit que sur la coupe, on accueille également des gens qui sont avant même ces étapes d'études supérieures. Donc au lycée, vous pouvez déjà faire la Coupe de France de robotique. Alors, votre équipe, elle a une petite particularité. Vous êtes combien dans l'équipe et qui êtes-vous? Et ben, notre équipe, on est 6 et on est seulement des filles. Vous êtes seulement des filles. Oui. Alors, c'est vrai qu'à la Coupe de France de robotique, les gens proviennent de filières techniques essentiellement et si vous avez fait vos études dans une école, on se retrouve quand même avec une majorité de garçons. Ça, c'est un sacré fléau, ça. C'est un sacré fléau. Mais en fait, il n'y a pas de notion à avoir particulière, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. On voit qu'une équipe de filles, en plus mineure, peut participer à la Coupe de France de robotique. Tous les ans, c'est la même chose, parce que je crois que c'est pas la première fois que l'équipe participe. Vous êtes là pour la première année, mais il y a déjà d'autres personnes qui étaient là avant de votre équipe. Oui, et c'est la 5e année que l'école présente. L'école présente chaque année une équipe différente. Une équipe différente. Oui. D'accord. Et pareil, à chaque fois, avec que des filles. Oui. Oui, car l'école est seulement des filles. Et quand on arrive à seconde, on a des options. Et une des options, c'est faire robotique. Donc en robotique, on fait les vendredis, 2 heures, tous les vendredis, et on prépare un robot pour venir à la coupe de robotique. D'accord. Ok. Alors, participer à la Coupe de France de robotique, c'est une sacrée expérience. On a pu le comprendre. Vous êtes tous présents depuis mercredi. Oui, absolument. Oui. Vous êtes arrivés en milieu d'après-midi. On a environ 200 équipes. Je vous propose de revenir juste un tout petit peu sur des statistiques de la Coupe de France et vous allez voir qu'il y a quand même du monde. Aujourd'hui, on a 158 équipes d'arrivée. Alors, vous imaginez si, comme vous, il y a 6, 8, 12 personnes, 18 personnes dans l'équipe, ça commence à faire du monde. Visiter les stands, c'est quand même assez impressionnant. On a eu un bon paquet de matchs quand même, puisque nous avons fait 3 tours de qualification, 4 même, hein. Je crois qu'il y a eu le 4e cet après-midi. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les scores sur notre site web. Enfin, quasiment toutes les équipes sont homologuées. On retrouve 137 équipes en train de disputer les matchs actuellement et il y a du mouvement sur la table de jeu. La table de jeu, c'est un univers qui fait à peu près la taille d'une table de ping-pong, remplie d'éléments et en fait ça bouge à l'intérieur puisqu'ils doivent déplacer des éléments. Comme vous avez pu le comprendre la veille et l'avant-veille, il y a plus de 400 éléments, 400 points qui sont marqués à chaque fois. Enfin, au final, c'est des matchs très 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 dynamiques. Alors, des fois, on se retrouve avec des différences de niveau, mais le plus important, ça reste de participer. Alors, vous êtes où à peu près dans le classement? Alors, bien, on s'est arrêté donc à la première phase d'homologation. Donc voilà, on va poursuivre ça, le travail, je pense, pour l'année suivante. Et puis peut-être qu'on gagnera l'année suivante. D'accord. Donc, on avait parlé de robotique. Avec de la sécurité, c'est-à-dire que l'homologation, c'est vérifier que le robot est apte à concourir au règlement. Alors, ce n'est pas forcément des aspects sécuritaires qui vous sont problématiques, c'est peut-être plus du fonctionnement, mais c'est une première étape et après, il y a des matchs. Effectivement, oui, c'est ça. Alors, effectivement, donc c'est notre première année, hein, je le rappelle, donc ça fait quelques mois de développement seulement. Et donc là, l'objectif, c'était surtout d'apprendre vraiment, de se rendre compte, de capitaliser sur les données et puis l'année prochaine effectivement de revenir. D'accord. Et vous alors pour votre première participation aujourd'hui, votre robot il est homologué? Oui, il a été homologué mercredi. Mercredi, donc dès le premier jour de la compétition. Oui. Ok. Allez, c'est quoi? Vous étiez prêt nettement en avance?
Et nous avions préparé le projet en septembre et on l'a fini il y a une semaine. Une semaine? Oui. Donc vous avez travaillé un an, Oui. un an scolaire, hein, puisque l'école en général commence en septembre. Vous avez travaillé toute une année sur le robot dès la sortie du règlement en septembre jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui vous faites encore des modifications sur le robot pour l'améliorer, je sais pas, non? Oui. Oui? Oui, toujours on est en train de travailler avec le robot car c'est pas la même chose la table qu'on a à l'école que celle-là. Donc toujours on doit modifier des choses et toujours on a des petits problèmes qu'avec toute l'équipe on doit travailler pour pas avoir des problèmes. D'accord, oui, parce que vu que ces machines sont des prototypes, il faut quand même, c'est des exemplaires uniques. Vous en avez fabriqué un seul et unique exemplaire. Résultat, des fois, ça peut être fragile ou on n'a pas eu le temps de tout tester. Faut en permanence travailler. Hier soir, vers 3-4 heures du matin, il y avait des équipes qui tombaient de fatigue tellement elles voulaient mettre au point leur machine. C'était votre cas ou je sais pas Ça a été notre cas. Après, nous, on a la chance d'être à l'école qui est à la REF. Donc, ils nous prêtent des locaux où on peut rester toute la nuit s'il faut. C'est ce qui est arrivé à une bonne partie de nos membres. Après, nous, contrairement à la plupart des équipes, enfin, pour notre part, cette coupe, c'est un loisir, c'est en plus de l'école. On est totalement détaché de l'école, on a une association. On n'a pas de temps réservé pour ça. Et en plus de ça, on doit gérer les plannings de chacun parce qu'on est en apprentissage, certains sont plus loin que d'autres. Donc c'est vraiment pas évident et bon là... Ça fait des grosses journées. Exactement. Ouais. Donc on s'aperçoit au final qu'on a tout plein de types de participants, des écoles d'ingénieurs, des UT, une équipe de filles, c'est la seule je crois hein, dans les allées, et puis de tous les âges. On trouve des gens qui sont des jeunes demoiselles qui sont encore au lycée, des personnes en école d'ingénieur, Bac+2, c'est ouvert à tous. Donc je vous invite à venir naviguer dans tous ces stands pour aller à l'encontre des équipes, voir comment ça se passe. Et si jamais vous voulez expérimenter, même les clubs indépendants, ce n'est pas réservé qu'aux écoles, peuvent participer à la Coupe de France de robotique. Nous en avons fini, je pense, avec ce sujet. On a également, la Coupe ne s'arrête pas là, puisque aujourd'hui, on a également quelques animations. Alors, sur le parc des expositions, vous pouvez retrouver une veillée aux étoiles qui a lieu par une association qui vous explique comment on peut observer le ciel. Et oui, en effet, la thématique cette année, c'est Moon Village, le déplacement sur la Lune. Construire un village sur la Lune. Donc, quoi de plus sympa que d'observer la Lune et les étoiles qui l'entourent. Et puis également pour tous les participants des équipes, je pense qu'on vous y retrouvera, on a l'association Evolutech qui organise un barbecue accessible à tous les participants. Peut-être qu'on aura l'occasion de partager un sandwich là-bas. Et puis enfin, les matchs reprennent demain. Dernier match de qualification. Est-ce que vous allez continuer de travailler sur le robot pour essayer de participer à ça? Absolument, parce qu'il nous manque un peu de temps hein, pour être complètement honnête avec vous. Donc bon, il faut continuer, persévérer, travailler. Et puis dans tous les cas, pousser le projet, je pense que jusqu'au bout, c'est important. Et puis voilà. Donc, et puis dans tous les cas, le travail sera réexploité hein, dans les années futures, parce que je le répète encore, hein, on a que quelques mois de développement, assez peu de temps, il faut l'avouer, accordé à ce projet, hein, parce que je rappelle qu'il y a à la fois l'école à gérer, donc l'entreprise, sachant qu'on est en 4e année, il y a des projets de dimension ingénieur à gérer à côté. Donc effectivement, c'était on l'a plus attaqué avec un angle loisir. Mais bon, je pense, alors là on a quitté l'équipe il y a 1h30, on frôlait vraiment la solution, donc on va voir si le temps, le délai nous permet d'aller jusqu'au bout de la chose. Ils doivent être impatients de vous retrouver pour pouvoir avancer sur la machine. Hein. Exactement. Et donc vous êtes en préparation pour le dernier match?
Aujourd'hui, vous en êtes où au niveau des qualifications? Vous connaissez votre classement? Et je crois qu'on est comme le 79 ou chose comme ça. 79 Oui. sur 180 équipes. Ça commence à être déjà une belle place. Félicitations, parce que c'est pas évident. J'ai l'impression que tout le monde a des capacités. En plus, aussi jeune, faut quand même noter que voilà, c'est accessible à tous. Alors, des fois, on est un peu victime de la chance, on peut avoir des pannes, mais il faut quand même essayer, c'est le plus important. Parce que je suppose que vous avez appris beaucoup de choses avec ce robot. Vous avez toutes travaillé de l'électronique, de l'informatique peut-être. Enfin, vous êtes répartis les tâches, chacun regardait un petit peu comment travaillait l'autre. Comment vous fonctionniez à la nuit? Et comme c'est une petite équipe, et on a beaucoup travaillé le travail en équipe. Et on se mettait tous d'accord et on programmait ou ça dépendait on faisait tout à la fois la même chose. D'accord. Donc en fait, vous avez toutes découvert le même univers. Vous avez toutes pu pratiquer ça. Oui, on a découvert un nouveau monde. On ne s'espérait pas que ça allait être comme ça. On est sorti des mathématiques et de la physique et on l'a appliqué d'une façon complètement différente. Oui, donc en fait, c'est lié. Vos mathématiques, c'était des cours très théoriques, je suppose, parce qu'on est tous passés par les bancs de l'école. On peut même continuer encore très longtemps à faire des maths, de la physique, de la chimie. Mais au final, il ne faut pas oublier que ça peut servir notamment à ça, sans forcément être un expert de maths physique. Vous avez peut-être à calculer 2-3 choses de temps en temps. Enfin, là, mais sur du concret. Vous manipulez, vous fabriquez, vous utilisez des outils. Et ce que vous avez appris avant à l'école vous a servi aussi. Oui. Oui, d'accord. Je vous invite donc, je vous remercie d'avoir pu consacrer un petit peu de temps, parce que je sais qu'en ce moment, c'est les dernières lignes droites et que c'est peut-être compliqué. Je vous souhaite à toutes et à tous bon courage pour ces dernières heures sur la Coupe de France de robotique. Ça ne s'arrête pas là, puisque en parallèle, nous avons également Eurobot qui fait des matchs en parallèle avec les 40 équipes internationales. On vous y retrouvera aussi les filles, je crois, puisque vous êtes espagnoles et donc vous participez également à Eurobot. Oui, on a joué aujourd'hui les 2 premiers matchs de Eurobot et demain on a 2 autres. Ça fait un gros rythme au final pour vous. Et tout se passe bien? Pour l'instant, oui. D'accord. Et donc, les matchs d'Eurobot sont à suivre. Tous les horaires des matchs sont annoncés sur notre site web. Vous pouvez également les suivre en direct. Les commentaires sont en anglais parce que, obligé, nous avons un public international, donc nous nous adaptons. Vous pouvez également y assister sur le plateau. Tous les horaires sur notre site web. Vous pouvez voir les petites news, les petites infos sur le Twitter et le Facebook de Planète Science dédié à la Coupe de France de robotique. Pour y accéder, coupe-de-robotique.fr et dessus vous y trouverez tous les liens. Sur Twitter, une méthode simple, le hashtag, vous en avez tous entendu parler, ce symbole dièse, CDR 2017 ou dièse hashtag Moon Village. Enfin, demain, on reprend du direct pour tous les matchs sur la web TV planetscience.org. Vous avez l'adresse juste derrière moi. Et je vous retrouve pour une prochaine émission demain soir avec de nouveaux invités. Merci à tous et à demain. Merci. Ça a été ?